Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit, votre rendez-vous, notre rendez-vous avec la littérature française ou étrangère. Et ce soir, je suis ravie de vous retrouver car nous avons rendez-vous avec la littérature française car nous reprenons la lecture d'un roman de Benjamin Constant qui s'appelle Adolphe. Alors quelques mots sur l'auteur et sur son roman avant de recommencer la lecture. Donc Benjamin Constant de Rebec est né à Lausanne en 1767 et il est mort à Paris en 1830. Il a été inhumé au cimetière du Père Lachaise et c'est donc un romancier, un homme politique et un intellectuel français. Il a été très engagé en politique pendant sa vie, donc notamment depuis 1795, et il soutiendra le coup d'État du 18 Fructidor en 5 et celui du 18 Brumaire. Donc il devient aussi sous le consulat le chef de l'opposition libérale dès 1800. Et après avoir quitté la France pour la Suisse puis l'Allemagne, il se rallie à Napoléon pendant les 100 jours, et revient en politique sous la Restauration. Alors il a été aussi élu député en 1818 et il le sera jusqu'à sa mort en 1830. Il est chef de file de l'opposition libérale, connue sous le nom des Indépendants, et il est l'un des orateurs les plus en vue de la Chambre des députés et défend le régime parlementaire. Donc c'est un auteur de nombreux essais, mais aussi de nombreux essais sur des questions politiques et religieuses, mais aussi il est l'auteur de romans psychologiques et notamment sur la complexité des sentiments amoureux que l'on retrouve dans son roman Le Cahier rouge qui a été publié en 1807, mais aussi dans le roman que je m'apprête à reprendre, Adolphe, qui a été publié en 1816. Voilà, donc avant de reprendre la lecture, je voudrais vous inviter à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. On le dit à chaque fois, mais c'est vrai qu'on est toujours content de voir que vous utilisez les réseaux sociaux pour interagir avec nous et voir pour nous suggérer des livres que vous aimeriez qu'on lise dans l'émission. Voilà, donc je reprends la lecture avec le livre à l'endroit, à la page 128, et je vous souhaite une très très bonne soirée. En disant ces mots, je m'élançais loin du baron. J'étais oppressée des paroles que je venais de prononcer et je ne croyais qu'à peine à la promesse que j'avais donnée. Éléonore m'attendait avec impatience. Par un hasard étrange, on lui avait parlé, pendant mon absence, pour la première fois, des efforts du baron de T pour me détacher d'elle. On lui avait rapporté les discours que j'avais tenus, les plaisanteries que j'avais faites. Ses soupçons étant éveillés, elle avait rassemblé dans son esprit plusieurs circonstances qui lui paraissaient les confirmer. Ma liaison subite avec un homme que je ne voyais jamais autrefois, l'intimité qui existait entre cet homme et mon père, lui semblait des preuves irréfragables. Son inquiétude avait fait tant de progrès en peu d'heures que je la trouvais pleinement convaincue de ce qu'elle nommait ma perfidie. J'étais arrivée auprès d'elle, décidée à lui tout dire. Accusée par elle, le croirait-on? Je ne m'occupais qu'à tout éluder. Je niais même, oui, je niais ce jour-là ce que j'étais déterminée à lui déclarer le lendemain. Il était tard, je la quittais, je me hâtais de me coucher pour terminer cette longue journée, et quand je fus bien sûre qu'elle était finie, je me sentis pour le moment délivrée d'un poids énorme. Je ne me levai le lendemain que vers le milieu du jour, comme si, en retardant le commencement de notre entrevue, j'avais retardé l'instant fatal. Éléonore s'était rassurée pendant la nuit et par ses propres réflexions et par mes discours de la veille. Elle me parla de ses affaires avec un air de confiance qui n'annonçait que trop qu'elle regardait nos existences comme indissolublement unies. Où trouver des paroles qui la repoussassent dans l'isolement? Le temps s'écoulait avec une rapidité effrayante, chaque minute ajoutée à la nécessité d'une explication. Des 3 jours que j'avais fixés, déjà le second était près de disparaître. Monsieur de T m'attendait au plus tard le surlendemain. Sa lettre pour mon père était partie et j'allais manquer à ma promesse sans avoir fait pour l'exécuter la moindre tentative. Je sortais, je rentrais, je prenais la main d'Éléonore, je commençais une phrase que j'interrompais aussitôt
Je regardais la marche du soleil qui s'inclinait vers l'horizon. La nuit revint, j'ajournais de nouveau. Un jour me restait, c'était assez d'1 heure. Ce jour se passa comme le précédent. J'écrivis à Monsieur de T pour lui demander du temps encore, et comme il est naturel au caractère faible de le faire, j'entassai dans ma lettre 1000 raisonnements pour justifier mon retard. Pour démontrer qu'il ne changeait rien à la résolution que j'avais prise, et que dès l'instant même, on pouvait regarder mes liens avec Éléonore comme brisés pour jamais. Chapitre 10. Je passais les jours suivants plus tranquille. J'avais rejeté dans le vague la nécessité d'agir. Elle ne me poursuivit plus comme un spectre. Je croyais avoir tout le temps de préparer Éléonore. Je voulais être plus doux, plus tendre avec elle, pour conserver au moins des souvenirs d'amitié. Mon trouble était tout différent de celui que j'avais connu jusqu'alors. J'avais imploré le ciel pour qu'il élevât soudain entre Éléonore et moi un obstacle que je ne pusse franchir. Cet obstacle s'était élevé. Je fixais mes regards sur Éléonore comme sur un être que j'allais perdre. L'exigence, qui m'avait paru tant de fois insupportable, ne m'effrayait plus. Je m'en sentais affranchie d'avance. J'étais plus libre en lui cédant encore et je n'éprouvais plus cette révolte intérieure qui, jadis, me portait sans cesse à tout déchirer. Il n'y avait plus en moi d'impatience, il y avait au contraire un désir secret de retarder le moment funeste. Éléonore s'aperçut de cette disposition plus affectueuse et plus sensible. Elle-même devint moins amère. Je recherchais des entretiens que j'avais évités. Je jouissais de ces expressions d'amour, naguère importunes, précieuses maintenant, comme pouvant chaque fois être les dernières. Un soir, nous nous étions quittés après une conversation plus douce que de coutume. Le secret que je renfermais dans mon sein me rendait triste. Mais ma tristesse n'avait rien de violent. L'incertitude sur l'époque de la séparation que j'avais voulu me servait à en écarter l'idée. La nuit, j'entendis dans le château un bruit inusité. Ce bruit cessa bientôt et je n'y attachai point d'importance. Le matin, cependant, l'idée m'en revint. J'en voulus savoir la cause, et je dirigeai mes pas vers la chambre d'Éléonore. Quel fut mon étonnement lorsqu'on me dit que depuis 12 heures, elle avait une fièvre ardente, qu'un médecin que ces gens avaient fait appeler déclarait sa vie en danger, et qu'elle avait défendu impérieusement que l'on m'en avertît ou qu'on me laissât pénétrer jusqu'à elle. Je voulus insister. Le médecin sortit lui-même pour me représenter la nécessité de ne lui causer aucune émotion. Il attribuait sa défense, dont il ignorait le motif, au désir de ne pas me causer d'alarme. J'interrogeais les gens d'Éléonore avec angoisse sur ce qui avait pu la plonger d'une manière si subite dans un état si dangereux. La veille, après m'avoir quittée, elle avait reçu de Varsovie une lettre apportée par un homme à cheval. L'ayant ouverte et parcourue, elle s'était évanouie. Revenue à elle, elle s'était jetée sur son lit sans prononcer une parole. L'une de ces femmes, inquiète de l'agitation qu'elle remarquait en elle, était restée dans sa chambre à son insu. Vers le milieu de la nuit, cette femme l'avait vue, saisie d'un tremblement qui ébranlait le lit sur lequel elle était couchée. Elle avait voulu m'appeler. Éléonore s'y était opposée avec une espèce de terreur tellement violente qu'on avait osé lui désobéir. On avait envoyé chercher un médecin. Éléonore avait refusé, refusait encore de lui répondre. Elle avait passé la nuit, prononçant des mots entrecoupés qu'on avait pu comprendre et appuyant souvent son mouchoir sur sa bouche comme pour s'empêcher de parler. Tandis qu'on me donnait ces détails, une autre femme, qui était restée près d'Éléonore, accourut tout effrayée. Éléonore paraissait avoir perdu l'usage de ses sens. Elle ne distinguait rien de ce qui l'entourait. Elle poussait quelquefois des cris, elle répétait mon nom, puis épouvantée, elle faisait signe de la main, comme pour que l'on l'éloignât d'elle quelque objet qui lui était odieux. J'entrai dans sa chambre, je vis au pied de son lit 2 lettres. L'une était la mienne au baron de T,
L'autre était de lui-même à Elénore. Je ne conçus que trop alors le mot de cette affreuse énigme. Tous mes efforts pour obtenir le temps que je voulais consacrer encore aux derniers adieux s'étaient tournés de la sorte contre l'infortuné que j'aspirais à ménager. Elénore avait lu tracées de ma main mes promesses de l'abandonner, promesses qui n'avaient été dictées que par le désir de rester plus longtemps près d'elle, et que la vivacité de ce désir même m'avait porté à répéter, à développer de 1000 manières. L'œil indifférent de M. de T avait facilement démêlé dans ses protestations et réitéré, à chaque ligne, l'irrésolution que je déguisais et les ruses de ma propre incertitude. Mais le cruel avait trop bien calculé qu'Elénore y verrait un arrêt irrévocable. Je m'approchai d'elle, elle me regarda sans me reconnaître. Je lui parlais, elle tressaillit. « Quel est ce bruit ?» s'écria-t-elle. « C'est la voix qui m'a fait du mal. » Le médecin remarqua que ma présence ajoutait à son délire et me conjura de m'éloigner. Comment peindre ce que j'éprouvais pendant 3 longues heures? Le médecin sortit enfin. Elénore était tombée dans un profond assoupissement. Il ne désespérait pas de la sauver si, à son réveil, la fièvre était calmée. Elénore dormit longtemps. Instruit de son réveil, je lui écrivis pour lui demander de me recevoir. Elle me fit dire d'entrer. Je voulus parler, elle m'interrompit. « Que je n'entende de vous, dit-elle, aucun mot cruel. Je ne réclame plus, je ne m'oppose à rien, mais que cette voix que j'ai tant aimée, que cette voix qui retentissait au fond de mon cœur, n'y pénètre pas pour le déchirer. Adolphe, Adolphe, j'ai été violente. J'ai pu vous offenser, mais vous ne savez pas ce que j'ai souffert. Dieu veuille que jamais vous ne le sachiez. » Son agitation devint extrême, elle posa son front sur sa main, il était brûlant, une contraction terrible défigurait ses traits. « Au nom du ciel, m'écriai-je, chère Elénore, écoutez-moi. Oui, je suis coupable. Cette lettre. » Elle frémit et voulut s'éloigner. Je la retins. Faible, tourmentée, continuai-je. J'ai pu céder à un moment à une instance cruelle, mais n'avez-vous pas vous-même 1000 preuves que je ne puis vouloir ce qui nous sépare? J'ai été mécontent, malheureux, injuste, peut-être en luttant avec trop de violence contre une imagination rebelle. Avec vous, avez-vous donné de la force à des velléités passagères que je méprise aujourd'hui? Mais pouvez-vous douter de mon affection profonde? Nos âmes ne sont-elles pas enchaînées l'une à l'autre par 1000 liens que rien ne peut rompre? Tout le passé ne nous est-il pas commun? Pouvons-nous jeter un regard sur les 3 années qui viennent de finir sans nous retracer des impressions que nous avons partagées, des plaisirs que nous avons goûtés, des peines que nous avons supportées ensemble? Elénore, commençons en ce jour une nouvelle époque. Rappelons les heures du bonheur et de l'amour. Elle me regarda quelque temps avec l'air du doute. « Votre père, reprit-elle enfin, vos devoirs, votre famille, ce qu'on attend de vous. » Sans doute, répondis-je. Une fois, un jour, peut-être. Elle remarqua que j'hésitais. « Mon Dieu, s'écria-t-elle, pourquoi m'avait-il rendu l'espérance pour me le ravir aussitôt? Adolphe, je vous remercie de vos efforts, ils m'ont fait du bien, d'autant plus de bien qu'ils ne vous coûteront, je l'espère, aucun sacrifice. Mais je vous en conjure, ne parlons plus d'avenir. Ne vous reprochez rien, quoi qu'il arrive. Vous avez été bon pour moi, j'ai voulu ce qui n'était pas possible. L'amour était toute ma vie, il ne pouvait être la vôtre. Soignez-moi maintenant, quelques jours encore. Des larmes coulèrent abondamment dans ses yeux. De ses yeux, sa respiration fut moins oppressée. Elle appuya sa tête sur mon épaule. « C'est ici, dit-elle, que j'ai toujours désiré mourir. » Je la serrai contre mon cœur, j'abjurai de nouveau mes projets, je désavouai mes fureurs cruelles. « Non, reprit-elle,
Il faut que vous soyez libre et content. Puis-je l'être si vous êtes malheureuse? Je ne serai pas longtemps malheureuse, vous n'aurez pas longtemps à me plaindre. Je rejetais loin de moi des craintes que je voulais croire chimériques. Non, non, cher Adolphe, me dit-elle. Quand on a longtemps invoqué la mort, le ciel nous envoie à la fin je ne sais quel pressentiment infaillible qui nous avertit que notre prière est exaucée. Je lui jurais de ne jamais la quitter. Je l'ai toujours espéré. Maintenant, j'en suis sûre. C'était une de ces journées d'hiver où le soleil semble éclairer tristement la campagne grisâtre, comme s'il regardait en pitié la terre qu'il a cessé de réchauffer. Et Lénore me proposa de sortir. « Il fait bien froid, lui dis-je. N'importe, je voudrais me promener avec vous. » Elle prit mon bras. Nous marchâmes longtemps sans rien dire. Elle avançait avec peine et se penchait sur moi presque tout entière. « Arrêtons-nous un instant. »« Non, » me répondit-elle. « J'ai du plaisir à me sentir encore soutenue par vous. » Nous retombâmes dans le silence. Le ciel était serein, mais les arbres étaient sans feuilles. Aucun souffle n'agitait l'air, aucun oiseau ne les traversait. Tout était immobile, et le seul bruit qui se fit entendre était celui de l'herbe glacée qui se brisait sous nos pas. « Comme tout est calme, » me dit Éléonore. « Comme la nature se résigne. Le cœur aussi ne doit-il pas apprendre à se résigner ?» Elle s'assit sur une pierre. Tout à coup, elle se mit à genoux et, baissant la tête, elle l'appuya sur 2 mains. J'entendis quelques mots prononcés à voix basse. Je m'aperçus qu'elle priait. Se relevant enfin, « Rentrons, dit-elle. Le froid m'a saisie. J'ai peur de me trouver mal. Ne me dites rien, je ne suis pas en état de vous entendre. » À dater de ce jour, je vis Lénore s'affaiblir et dépérir. Je rassemblais de toutes parts des médecins autour d'elle. Les uns m'annoncèrent un mal sans remède, d'autres me bercèrent d'espérances vaines. Mais la nature sombre et silencieuse poursuivait d'un bras invisible son travail impitoyable. Par moments, Éléonore semblait prendre à la vie. On eût dit quelquefois que la main de fer qui pesait sur elle s'était retirée. Elle relevait sa tête languissante, ses joues se couvraient de douleur, un peu plus vives, ses yeux se ranimaient. Mais tout à coup, par le jeu cruel d'une puissance inconnue, ce mieux mensonger disparaissait, sans que l'art en pût deviner la cause. Je la vis de la sorte marcher par degrés à la destruction. Je vis se graver sur cette figure si noble et si expressive les signes avant-coureurs de la mort. Je vis, spectacle humiliant et déplorable, ce caractère énergique et fier recevoir de la souffrance physique 1000 impressions confuses et incohérentes, comme si, dans ces instants terribles, l'âme froissée par le corps se métamorphosait en tous sens pour se plier avec moins de peine à la dégradation des organes. Un seul sentiment ne varia jamais dans le cœur d'Éléonore. Ce fut sa tendresse pour moi. Sa faiblesse lui permettait rarement de me parler, mais elle fixait sur moi ses yeux en silence, et il me semblait alors que ses regards me demandaient la vie que je ne pouvais plus lui donner. Je craignais de lui causer une émotion violente, j'inventais des prétextes pour sortir, je parcourais au hasard tous les lieux où je m'étais trouvée avec elle, j'arrosais de mes pleurs les pierres, les pieds des arbres, tous les objets qui me retraçaient son souvenir. Ce n'étaient pas les regrets de l'amour, c'était un sentiment plus sombre et plus triste. L'amour s'identifie tellement à l'objet aimé que dans son désespoir même, il y a quelque charme. Il lutte contre la réalité, contre la destinée. L'ardeur de son désir le trompe sur ses forces et l'exalte au milieu de sa douleur. La mienne était morne et solitaire. Je n'espérais point mourir avec Éléonore. J'allais vivre sans elle dans ces déserts du monde que j'avais souhaité tant de fois traverser indépendant. J'avais brisé l'être qui m'aimait, j'avais brisé ce cœur, compagnon du mien, qui avait persisté à se dévouer à moi dans sa tendresse infatigable. Déjà, l'isolement m'atteignait.
Elénore respirait encore, mais je ne pouvais déjà plus lui confier mes pensées. J'étais déjà seule sur la terre. Je ne vivais plus dans cette atmosphère d'amour qu'elle répandait autour de moi. L'air que je respirais me paraissait plus rude, les visages des hommes que je rencontrais plus indifférents. Toute la nature semblait me dire que j'allais à jamais cesser d'être aimée. Le danger d'Elénore devint tout à coup plus imminent. Des symptômes qu'on ne pouvait méconnaître annoncèrent sa fin prochaine. Un prêtre de sa religion l'en avertit. Elle me pria de lui apporter une cassette qui contenait beaucoup de papier. Elle en fit brûler plusieurs devant elle, mais elle paraissait en chercher un qu'elle ne trouvait point. Et son inquiétude était extrême. Je la suppliai de cesser cette recherche qui l'agitait et pendant laquelle 2 fois elle s'était évanouie. « J'y consens, me répondit-elle. Mais cher Adolphe, ne me refusez pas une prière. Vous trouverez parmi mes papiers, je ne sais où, une lettre qui vous est adressée. Brûlez-la sans la lire. Je vous en conjure au nom de notre amour, au nom de ces derniers moments que vous avez adoucis. » Je le lui promis. Elle fut plus tranquille. « Laissez-moi me livrer à présent, me dit-elle, au devoir de ma religion. J'ai bien des fautes à expier. Mon amour pour vous fut peut-être une faute. Je ne le croirais pourtant pas si cet amour avait pu vous rendre heureux. » Je la quittai. Je ne rentrais qu'avec tous ces gens pour assister aux dernières et solennelles prières. À genoux, dans un coin de sa chambre, tantôt je m'abîmais dans mes pensées, tantôt je contemplais, par une curiosité involontaire, tous ces hommes réunis, la terreur des uns, la distraction des autres, et cet effet singulier de l'habitude qui introduit l'indifférence dans toutes les pratiques prescrites, et qui fait regarder les cérémonies les plus augustes et les plus terribles comme des choses convenues et de pure forme. J'entendais ces hommes répéter machinalement les paroles funèbres, comme si eux aussi n'eussent pas dû être acteurs un jour dans une scène pareille, comme si eux aussi n'eussent pas dû mourir un jour. J'étais loin cependant de dédaigner ces pratiques. En est-il une seule dont l'homme, dans son ignorance, ose prononcer l'inutilité? Elle rendait du calme à Elénore, elle l'aidait à franchir ce pas terrible vers lequel nous avançons tous, sans qu'aucun de nous puisse prévoir ce qu'il doit éprouver alors. Ma surprise n'est pas que l'homme ait besoin d'une religion. Ce qui m'étonne, c'est qu'il se croit jamais assez fort, assez à l'abri du malheur pour oser en jeter une. Il devrait, ce me semble, être porté dans sa faiblesse à les invoquer toutes. Dans la nuit épaisse qui nous entoure, est-il une lueur que nous puissions repousser? Au milieu du torrent qui nous entraîne, est-il une branche à laquelle nous osions refuser de nous retenir? L'impression produite sur Elénore par une solennité si lugubre parfois parut l'avoir fatiguée. Elle s'assoupit d'un sommeil assez paisible. Elle se réveilla moins souffrante. J'étais seule dans sa chambre. Nous nous parlions de temps en temps à de longs intervalles. Le médecin qui s'était montré le plus habile dans ses conjectures m'avait prédit qu'il ne vivrait pas 24 heures. Je regardais tour à tour une pendule qui marquait les heures et le visage d'Elénore sur lequel je n'apercevais nul changement nouveau. Chaque minute qui s'écoulait ranimait mon espérance, et je révoquais en doute les présages d'un art mensonger. Tout à coup, Elénore s'élança par un mouvement subit. Je la retins dans mes bras. Un tremblement convulsif agitait tout son corps. Ses yeux me cherchaient, mais dans ses yeux se peignait un effroi vague, comme si elle eût demandé grâce à quelque objet menaçant qui se dérobait à mes regards. Elle se relevait, elle retombait. On voyait qu'elle s'efforçait de fuir. On eût dit qu'elle luttait contre une puissance physique invisible qui, lassée d'attendre le moment funeste, l'avait saisie et la retenait pour l'achever sur ce lit de mort. Elle céda enfin à l'acharnement de la nature ennemie. Ses membres s'affaissèrent, elle sembla reprendre quelque connaissance. Elle me serra la main. Elle voulut pleurer. Il n'y avait plus de larmes. Elle voulut parler. Il n'y avait plus de voix. Elle laissa tomber comme résignée sa tête sur les bras qui l'appuyaient. Sa respiration devint plus lente. Quelques instants après, elle n'était plus.
Et voilà, c'est ainsi que se termine notre lecture ensemble pour ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.